Merci donc également au laboratoire Nutricia qui nous donne l'opportunité de parler aujourd'hui de la nutrition qui est un petit peu un des éléments souvent oubliés dans notre pratique médicale. Donc aujourd'hui, notre propos portera essentiellement donc sur la nutrition entérale en réanimation et nous allons discuter un petit peu donc son intérêt, aborder un petit peu quelques notions générales qui expliqueront un petit peu les objectifs et la conduite et les problèmes qui pouvaient être posés. Et nous illustrerons un petit peu notre propos en discutant donc deux cas cliniques donc à l'issue d'un rappel entre guillemets sur la nutrition entérale donc en réanimation. Alors les plaques mettent un peu de temps, mais c'est bon là. Donc comme vous le savez, les malades quand ils arrivent donc à l'hôpital, ils sont souvent déjà dénutris. Ils sont dénutris parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà 5% au moins de la population qui sont en état de malnutrition et que certaines pathologies chroniques donc favorisent la dénutrition et il y a une aggravation à l'occasion donc d'un épisode aigu qui va justifier donc l'hospitalisation. Et la dénutrition, un état de dénutrition est très délétère en ce sens qu'il favorise la survenue de complications et qu'il a une incidence sur la durée d'hospitalisation qu'il prolonge, qu'il a un coût économique qui est important, qu'il modifie la qualité de vie donc du patient et ce sont autant de facteurs donc négatifs sur lesquels la prise en charge nutritionnelle peut remédier. Alors, quand le patient arrive à l'hôpital, donc, il va s'aggraver en termes de dénutrition. On considère que, grosso modo, 30 à 50% donc, des patients hospitalisés vont être dénutris à partir d'une dénutrition initiale qui est souvent donc majorée en cours d'hospitalisation. À titre d'exemple, quand un patient est hospitalisé pour un geste simple de chirurgie, comme une appendicectomie, il subit donc rapidement une perte de 10 à 15% de son poids. C'est le cas pour une pneumonie simple. Et quand on rentre dans des situations beaucoup plus compliquées, comme des péritonites, des brûlures étendues, des patients qui sont intubés, ventilés pendant longtemps, on va avoir des pertes encore plus importantes. Ceci est dû au fait que quand on est en situation donc d'affection aiguë, souvent il y a donc une infection, il y a une agression qui peut être d'une autre nature. À cette situation d'agression aiguë, l'organisme va réagir par une activation donc d'une cascade inflammatoire majeure et par des modifications endocriniennes qui vont se traduire sur le plan clinique par un hypercatabolisme, notamment donc une destruction de la masse musculaire et une dépense énergétique qui va être accrue. Alors les conséquences de la dénutrition sont bien connues depuis longtemps et ont fait l'objet donc de plusieurs écrits. Il y a donc quand on a un déficit donc protéocalorique, il y a une réduction de la synthèse protéine de plusieurs protéines qui interviennent donc dans le métabolisme du patient et notamment certaines protéines qui sont nécessaires pour la défense immunitaire du patient, comme le complément notamment, ou certaines protéines
qui jouent un rôle de transport important. Et ceci va se traduire par une altération, bien sûr, des défenses immunitaires, avec un risque de complications infectieuses, notamment nosocomiales accrues, un retard de cicatrisation et un risque de lâchage de suture en milieu chirurgical, la survenue d'escarres et de fistules chez les patients donc, qui sont immobilisés, et les complications de décubitus donc, vont être accrues. Le patient est en fonte musculaire, donc il y a une sarcopénie qui peut s'installer donc, progressivement, et ça va se traduire par donc, des perturbations de la fonction musculaire, y compris donc de la toux qui devient moins efficace et qui va favoriser les surinfections bronchiques, par exemple. Et toutes ces situations cliniques donc, majorent non seulement la morbidité, mais également la mortalité. Et des travaux donc, ont montré que l'augmentation de la dénutrition était corrélée donc, avec la mortalité. Et plus le patient est dénutri, plus il y a un risque de mortalité. Et c'est exactement pareil pour le risque d'infection nosocomiale. Comme vous le voyez ici, plus la dénutrition est importante, plus le risque infectieux va être donc accru et l'augmentation des infections nosocomiales favorise ainsi l'altération du pronostic du patient en même temps. Alors, cette dénutrition, elle a un effet délétère pour le patient, certes, mais elle a également un effet délétère pour la communauté, puisque, comme vous le voyez, le coût hospitalier d'un patient qui n'a pas de dénutrition est moitié moins important que celui qui a une dénutrition modérée, et la dénutrition sévère a un coût encore plus élevé. Donc c'est pour ça qu'il est important de considérer que l'investissement qui est fait dans la prise en charge de la dénutrition, il est rentable en ce sens que ça permet un bénéfice aussi bien pour le patient que pour la communauté, et nos décideurs, nos argentiers au niveau des structures hospitalières doivent comprendre donc cette importance. En réanimation, la dénutrition est très fréquente. Elle est très fréquente parce que le patient de réanimation est toujours en situation d'agression importante, donc de stress majeur, et il va développer des réactions inflammatoires donc, précoces avec des niveaux assez importants. Et ceci est d'autant plus délétère que souvent, donc, ça survient sur des patients qui ont déjà des pathologies chroniques et qui rentrent pour des décompensations, et donc qui déjà avant d'être admis dans l'hôpital ont eu donc tout un passé de réduction d'apport alimentaire du fait de troubles digestifs, de modification de l'absorption, de l'anorexie, voire même parfois les conditions socio-économiques ne permettent pas donc à certains patients d'avoir des apports alimentaires suffisants en quantité et en qualité. Et enfin, il y a une augmentation des pertes dès lors qu'on est en situation d'agression métabolique avec un hypercatabolisme. Classiquement, il y a une évolution dite en 3 phases. On ne parle plus pratiquement de cette classification de la réponse métabolique du patient à l'agression, mais elle permet de bien comprendre la situation et comment prendre en charge le malade en réanimation. Dans la phase initiale, qui dure en général pas plus de 48 heures, 24-48 heures, chez des patients qui ont un état métabolique aigu, avec un état de choc, avec une altération de l'hémodynamique, on va avoir une sidération métabolique, et les apports qui vont être ramenés par une prescription éventuelle donc, de nutriments ne sera pas forcément pris en charge par l'organisme, et c'est pour ça que les apports en général sont plutôt des apports glucidiques, et l'alimentation va venir après, juste après. Dans la seconde phase, on va rentrer dans la phase
métabolique où on va reconstruire, donc il y a un hypermétabolisme avec une catabolisme important qui va nécessiter en même temps donc des apports aussi bien énergétiques que azotés, parce qu'il y a une situation d'hypercatabolisme, mais il y a également une reconstruction, donc un anabolisme qui se met en place. Et enfin, la phase 3, c'est la phase de convalescence avec la correction des déficits et la reconstitution des réserves en général. Dans ces cas-là, le patient est déjà transféré hors de la réanimation. Alors, le problème de nos patients, c'est que souvent, on oublie de les alimenter. Quand ils ne sont pas en situation d'éveil et capables de réclamer, les patients comateux, les patients intubés ventilés, on a souvent tendance à retarder un petit peu la prise en charge, on se polarise sur les problèmes hémodynamiques, infectieux, etc. En fait, pour comprendre un petit peu l'importance de cette alimentation, on rappelle que déjà le jeûne en lui-même va induire des pertes azotées qui sont importantes, de l'ordre de 10 à 15 grammes par jour, ce qui correspond à 300 à 450 grammes de muscles, et que quand on va réalimenter le patient, au maximum, on va gagner 3 à 5 grammes d'azote par jour, c'est-à-dire 90 à 150 grammes de muscles. Donc, vous voyez que chaque jour qui passe sans alimentation, on va cumuler un déficit et il faut donc plusieurs jours pour rattraper le retard dû à un jeûne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il est nécessaire de mettre en place une nutrition précoce donc chez l'homme malade, en dehors des 24-48 premières heures éventuellement, où le patient a un pronostic vital mis en jeu par une défaillance cardiovasculaire ou respiratoire. Là, j'ai sauté une plaque. Alors, pour corriger donc la nutrition, l'état nutritionnel pardon, du patient, il convient d'évaluer cet état nutritionnel. Et cette évaluation, ça aussi, c'est un fait qui doit rentrer dans nos mœurs, elle doit être systématique. Quand un malade rentre, on évalue sa situation thermique, sa situation hémodynamique, et il faudra qu'on intègre, maintenant dans nos réanimations, on évalue par des scores de gravité, par exemple, la gravité de la pathologie du patient, de l'état clinique du patient, mais il faut qu'on intègre cette notion d'évaluation systématique de l'état nutritionnel. Et cette évaluation peut reposer sur plusieurs paramètres, et la littérature déborde de paramètres. Le premier et le plus simple, et celui qui est rapidement apprécié, c'est la perte de poids. L'appréciation du poids, elle est fondamentale. C'est sur cet élément-là, sur le poids, que repose toute évaluation nutritionnelle. Donc, la perte de poids, la perte pondérale, est un élément fondamental et tout le monde connaît la notion de perte de poids de plus ou de 10% et plus en 6 mois, 5 en 1 mois, voire 2% en une semaine. Ce déficit peut être apprécié en termes de pourcentage, c'est la même chose. En tenant compte, le déficit donc va être calculé selon des formules qu'on connaît tous. Et ça, c'est un élément fondamental dans l'évaluation de l'état nutritionnel du patient qui permet donc de dépister une dénutrition. Le deuxième élément de cette appréciation évaluant la nutrition, c'est l'index de masse corporelle qui là fait appel au poids, mais également à la taille. Donc c'est le poids rapporté à la taille au carré, donc l'un en kilos, l'autre en mètres, et ça nous permet d'apprécier le déficit pondéral, et on considère qu'on est en déficit pondéral, donc quand on est au-dessous de 18,5 pour
les sujets de moins de 75 ans et on monte la barre un petit peu quand on est au-delà de 75. Alors, on verra que le poids dont on parle ici est important, mais il faut encore le reconsidérer quand il s'agit d'un sujet obèse parce que le poids réel ne constituera pas forcément la base de l'apport nutritionnel, mais on va considérer le poids ajusté qui est à mi-chemin entre le poids idéal et le poids réel du patient qui permet d'avoir une valeur un peu plus juste. Alors, parmi les autres paramètres, on en citera quelques-uns, les plis cutanés, la circonférence musculaire, mais surtout en milieu de réanimation, les modifications hydriques, l'inflation hydrique ne permet pas d'avoir toujours donc, des valeurs qui reflètent la réalité du patient. Il y a également des paramètres biologiques qui sont nombreux, mais ceux qui sont connus et bien retenus, c'est l'albuminémie et la préalbumine. Bon, la préalbumine, elle est plus intéressante parce que c'est une protéine viscérale qui a une demi-vie assez courte et qui reflète bien, qui dépend directement donc, des apports nutritionnels. Malheureusement, elle n'est pas toujours accessible au dosage. Par contre, on a souvent facilement le dosage de l'albuminémie, mais là aussi, il y a des fluctuations, notamment en réanimation avec le volume de distribution qui est souvent modifié. Et là, on a des patients qui peuvent être dénitrés avec une valeur d'albuminémie normale. Et puis parfois, on a des problèmes de dosage en fonction des techniques. Il y a des fourchettes de variation. Donc, ça reste de bons critères chez le patient hors réanimation, mais c'est un critère secondaire quand on est en milieu de réanimation. Il y a plusieurs méthodes qui ont été développées, notamment donc l'impédancemétrie qui permet d'évaluer donc la proportion d'eau dans les structures dans la musculaire éventuellement. Il y a la résonance magnétique ou la tomodensitométrie qui peuvent dans l'avenir nous apporter avec des évaluations un peu plus sophistiquées, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Bon, la majorité de ces, ou pour ne pas dire presque toutes, de ces techniques d'évaluation nutritionnelle ne sont pas disponibles en pratique courante, y compris la calorimétrie directe, qui apprécie la consommation d'oxygène et la production de CO2 par l'organisme, puisqu'il y a un lien direct avec le métabolisme énergétique, et qui est le gold standard en matière d'appréciation de la dépense énergétique. Là aussi, elle n'est pas disponible donc en pratique routinière. Et c'est pour ça que bon, on a pensé à évaluer, à développer donc des tests qui reposent sur plusieurs paramètres. Ce sont les scores multiparamétriques. Il y en a il y en a énormément. J'en ai cité quelques-uns. Bon, on dira un mot sur les trois derniers. L'indice, donc le NRI, qui est l'indice de Busby, qui permet de classer les malades en pas de nutrition modérée ou sévère, qui repose sur l'albuminémie et le poids. C'est un plus qui n'a pas, lui, qui seul ne permet pas de faire la différence en réanimation. Il y a d'autres qui ont été développés plus récemment, enfin relativement plus récemment, puisque le NRI est ancien. C'est le NRS 2002 qui repose, lui, sur l'état nutritionnel du patient, la sévérité de la maladie, il intègre donc la gravité de la maladie et l'âge du patient. Il est déjà un peu meilleur que le NRI. Et puis, le troisième score qui est un peu plus complexe puisqu'il il fait appel à une évaluation qui repose sur l'âge, sur d'autres scores, des scores de gravité, le score Apache et le SOFA-score.
Et il associe également le nombre de comorbidités et la durée d'hospitalisation avant l'admission en réanimation. C'est un score qui a été développé pour les malades de réanimation, mais là encore, il est assez astreignant en ce sens qu'il faut calculer d'autres scores et il n'est pas donc encore d'usage courant, même si certaines structures ailleurs l'ont déjà adopté. Alors, quand allons-nous mettre en route une assistance nutritionnelle? On va utiliser le tube digestif, bien sûr, chaque fois qu'il est sain, hein, et uniquement si l'alimentation orale est soit impossible, soit insuffisante. Donc, la nutrition artificielle n'est pas systématique, hein, et un sujet qui s'alimente correctement ou dont le jeûne prévisible est de très courte durée, il n'a pas besoin donc d'être assisté sur le plan nutritionnel. Ce qui malheureusement n'est pas le cas des patients donc, qui sont admis en réanimation, qui sont généralement déjà en situation déjà de dénutrition, donc qu'il faut corriger, mais également qui sont à risque de dénutrition et il faut donc prévenir également la dénutrition. L'état du patient est un élément fondamental dans la décision donc, de l'assistance nutritionnelle. Alors si on se résume un petit peu, on va dire qu'on va mettre une assistance nutritionnelle, pardon, après avoir fait une évaluation de l'état clinique du malade, notamment apprécier s'il y a une dénutrition ou pas, et apprécier son importance, et aussi en tenant compte des moyens disponibles. Alors, quand l'alimentation orale n'est pas disponible, on va regarder la fonctionnalité du tube digestif. Si la fonctionnalité du tube digestif est bonne, à ce moment-là, on va mettre en place une alimentation entérale. Dans quelques cas où cette alimentation entérale ne peut pas être à elle-même, à elle seule, assumer tous les besoins donc, du patient, on peut associer donc une alimentation mixte. Quand l'alimentation entérale est contre-indiquée, bien sûr, on va aller sur le parentéral. Mais quand le patient s'alimente correctement et suffisamment, on n'a pas besoin d'apport. Mais même quand le patient s'alimente par voie orale, mais de manière insuffisante, à ce moment-là, l'alimentation entérale est nécessaire pour éviter donc d'avoir un malade qui va être dénutri. Alors, dès lors qu'on pose l'indication d'une assistance nutritionnelle, alors on doit viser des objectifs protéocaloriques, donc en tenant compte de l'état du patient, parce que c'est adapté donc à chaque cas. Alors, il faut savoir que les apports ne doivent être ni en excès, ni en insuffisance. Quand les apports sont insuffisants, qu'est-ce qui va se passer? On va aggraver la dénutrition et ses conséquences. Donc, ça ne suffit pas d'apporter un peu, il faut apporter ce qu'il faut, parce que si ce n'est pas suffisant, on aura perdu sur le plan donc, de la dénutrition. Quand on apporte des apports excessifs, on suralimente les malades, là, on va avoir des effets délétères sans bénéfice. On va stocker, hein, on va stocker des calories sous forme de triglycérides, on va faire la stéatose hépatique, on va produire plus de CO2 avec les glucides, alors qu'on a un patient qui est ventilé ou on cherche à épurer ce CO2. Donc, ni trop, ni pas assez. Il faut apporter en fonction des besoins du patient. Alors, pour apprécier ces besoins, donc, ces besoins seront l'objectif ou la cible, aussi bien au plan énergétique qu'au plan plastique, c'est-à-dire protéique. L'idéal, c'est de faire une calorimétrie indirecte et pour estimer les besoins en fonction du métabolisme du patient.
Or, cette technique n'est pas toujours disponible. Donc, souvent, on faisait appel à d'autres formules, qui est la formule d'Harris par exemple, qui évalue la dépense énergétique du patient au repos et selon une formule bien établie, c'est des équations qui ont été donc développées et qui ont été validées, mais qui ont donc dans l'efficacité a des limites quand même en termes de justesse de calcul. Et cette dépense énergétique de repos donc diffère selon l'homme et la femme, bien sûr, et elle est pondérée par un facteur F, facteur de Feni, en fonction de l'état d'agression, c'est-à-dire de la gravité de la pathologie, de l'existence de l'infection, d'existence d'une hyperthermie, et également selon que le malade est actif ou pas actif. En ce qui nous concerne, le malade est toujours alité. Donc, c'est le facteur d'agression qui va être pris en considération en réanimation. Ce qu'il faut savoir aussi dans cette dépense énergétique, c'est qu'il y a certains paramètres, certains facteurs qui peuvent l'augmenter, comme la fièvre, l'infection, les frissons, la polypnée, etc. Et puis d'autres vont la diminuer, ce sont les antipyrétiques, la sédation, qui réduisent donc la consommation énergétique. Donc, à côté de ces deux paramètres, bon, l'un qui n'est pas accessible et l'autre, la formule d'Harris qui a ses limites et qui nécessite des calculs fastidieux, les experts ont évalué à partir des données aussi bien de la calorimétrie que de la formule d'Harris, des objectifs moyens qui permettent de répondre à peu près à 90% des situations d'assistance nutritionnelle chez nos patients. Ils ont donc recommandent les sociétés savantes de nutrition ou de réanimation ou d'anesthésie-réanimation convergent sur un certain niveau d'apport qui est pour couvrir la dépense énergétique de 20 à 25 kilocalories par kilo par jour à la phase aiguë, donc pendant la phase catabolique, les premiers jours. Et puis, la phase secondaire, on va augmenter les apports à 25-30 kilocalories par jour, puisqu'on est dans une phase d'anabolisme. Ces chiffres permettent de régler les cibles énergétiques chez au moins 90% des patients. Il y a certains patients où la situation doit être un peu plus personnalisée, et notamment sur les âges extrêmes et sur les patients obèses, où là, comme on l'a dit, quand l'IMC est supérieur à 30, il va falloir prendre en considération le poids ajusté et non pas le poids réel du patient. La deuxième cible, donc, c'est la cible protéique qui doit être de l'ordre de 1 à 1,5 g donc, de protéines par kilo et par jour, en sachant que chez l'insuffisant rénal, il faut adapter un petit peu à un niveau plus important quand il y a de l'hémodialyse et encore plus quand il y a de l'hémofiltration continue parce qu'il y a une déperdition plus importante de protéines. Alors, quand on va apporter une assistance nutritionnelle, la nutrition entérale est privilégiée par rapport à la nutrition parentérale, et ceci chaque fois que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'elle est plus physiologique, il y a beaucoup moins de complications, elle coûte beaucoup moins cher, elle a un intérêt sur les villosités intestinales et elle est plus complète et l'efficacité de la parentérale n'est pas meilleure que celui de l'entérale. Alors, je vais aller rapidement sur les moyens disponibles. Aujourd'hui, on dispose de solutés standards polymériques qui apportent donc des protéines, des lipides
et des glucides. On a plus facilement la forme isocalorique, même si souvent on a besoin aussi de la forme hypercalorique qui ramène plus d'une calorie par millilitre, notamment quand on veut restreindre les apports liquidiens. C'est plus intéressant pour nous de disposer de ces formes. Malheureusement, elles ne sont pas toujours disponibles. Et puis, il y a aussi des fibres qui améliorent un peu la tolérance gastrique, la tolérance digestive. Pardon. Et puis, il y a des solutions qui ne sont pas également toujours disponibles en ce qui nous concerne. C'est des solutions spécifiques pour certains patients quand il y a des gros syndromes de malabsorption ou ceux qui ont subi des chirurgies intestinales importantes ou avec des résections importantes. Il faut savoir aussi que ces solutions donc, sont sans gluten et sans lactose, ce qui permet de les donner un petit peu à tout le monde. Alors, ces nutriments qui sont conditionnés sous forme de flacons, c'était des poches, mais depuis quelque temps, on est passé à des flacons un peu plus faciles à manipuler. C'est administré dans le tube digestif, dans sa partie haute, généralement par une sonde nasogastrique. Il est intéressant que cette sonde ne soit pas en PVC, malheureusement, comme c'est le cas souvent dans nos structures. L'idéal, c'est d'avoir du silicone ou du polyuréthane. Cette sonde gastrique, notamment quand elle est en silicone ou en polyuréthane, peut être gardée longtemps et donne moins de complications et est mieux tolérée que le PVC. Pour des alimentations donc, qui durent 2, 3, 4 semaines maximum, donc en général une sonde nasogastrique suffit. Quand il y a un souci de régurgitation ou le malade a tendance à vomir, comme dans certains pancréatites par exemple, on peut aller au-delà, donc dépasser le pylore, rentrer donc dans le duodénum. C'est avec des sondes lestées qui peuvent aller jusqu'au jejunum éventuellement, c'est des sondes nasojejunales. Quant à la nutrition, chez des patients, parfois on a des malades neurologiques qui sont intubés ventilés, qui sont nourris pendant longtemps et pour éviter les problèmes de sinusite et de complications avec les longues durées de sondes, on met soit une sonde de gastrostomie qui est donc plus élégante et mieux gérable, voire parfois des jejunostomies. Alors, l'administration, pendant longtemps, on administrait nos flacons par gravité, avec tous les aléas que nous connaissons, à savoir c'est passé trop vite, c'est pas assez, ça s'est bouché, etc. Et donc, finalement, le patient ne recevait pas toujours les nutriments qu'on a prescrits. Aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, les pompes qui régulent le débit sont disponibles. Elles ne sont pas très coûteuses et elles sont faciles à manier. Elles ne sont pas encombrantes. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail sur ça parce que la régularité du débit d'alimentation est un élément fondamental pour le succès de celle-ci. La nutrition entérale, bien sûr, elle a des contre-indications. On ne va pas mettre à tout le monde la nutrition entérale. Quand elle est inefficace parce qu'il y a de la diarrhée importante, parce qu'il y a de l'intolérance, parce que le malade vomit de façon importante, malgré l'usage prokinétique, parce que ce n'est pas au premier vomissement qu'on va retirer donc la nutrition entérale. Donc on fait tout et on n'arrive pas. À ce moment-là, ce n'est pas possible. Quand elle est impossible parce qu'il y a une occlusion, parce qu'il y a une ischémie, parce qu'il y a une contre-indication anatomique à la conduite d'une nutrition entérale, c'est évident. Et puis de temps en temps, on a des situations transitoires qui peuvent la contre-indiquer, la phase de choc, l'hémorragie digestive active, la fistule. Il ne faut pas alimenter une fistule, bien sûr. Donc, c'est des situations qui, pour nous, réanimateurs, heureusement, ne sont pas fréquentes.
Alors, quelques précautions d'utilisation, un peu livrées en vrac ici. Euh, nous rappelons, nous rappelons qu'il faut systématiquement vérifier la position de la sonde par un contrôle radiologique. La sonde doit être au niveau de l'antre, c'est-à-dire donc au fond de l'estomac, hein, et ceci est impératif avant de commencer à démarrer l'alimentation pour ne pas avoir de problème de fausse route notamment. Il faut que cette sonde qui est positionnée correctement avec un contrôle radiologique doit être fixée correctement. En général, on fixe sur au moins 2 points hein, la sonde pour être sûr qu'elle est bien fixée. L'entretien de la sonde est fondamental pour éviter son embouchage. C'est le rinçage avant et après la nutrition. C'est aussi avant et après également l'administration de médicaments. Hein. On peut mettre 30 à 50 millilitres d'eau pour rincer correctement la tuyauterie. Hein. C'est de donner l'alimentation en positionnant le patient en demi-assis pour éviter les régurgitations, sauf s'il y a contre-indication, quand il y a des lésions du rachis par exemple. Ça, on ne cessera jamais assez de le redire, la prescription doit être administrée avec des débits qui vont être augmentés progressivement hein, pour atteindre de façon progressive la cible qui est indiquée chez le patient. On peut démarrer avec un débit de 20 millilitres par heure et puis l'augmenter plus progressivement jusqu'à arriver à un débit de 80 par exemple millilitres heure au bout de 48-72 heures. Ça permet d'éviter tous les problèmes intestinaux de ballonnement et de diarrhée éventuellement qui peuvent se poser. L'administration devrait s'effectuer par une pompe, ça aussi, parce qu'on on a tendance à vivre dans le bolus, hein, et le bolus, il est délétère parce que il y a des manipulations qui sont importantes, qui sont répétées. Il y a la consommation du temps du personnel soignant et ce qui fait que quand il n'aura pas le temps, eh ben c'est le malade qui ne recevra pas son alimentation. Il y a de la manipulation qui fait que il y a un risque de contamination des nutriments et donc qui peut expliquer certaines diarrhées liées à la nutrition. Et puis pour le malade, il y a une fluctuation puisqu'on va mettre des bolus. Son tube digestif tolère mieux des apports continus à un débit bas que des débits excessifs qui sont faits de façon répétée. Alors, en général, on préfère l'administration continue sur les 24 heures avec une pompe régulatrice de débit. Pour les patients qui doivent être libérés pour une raison ou une autre de leur nutrition, il est possible à ce moment-là de le faire sur donc, une durée suffisante pour que le débit ne soit pas trop excessif, mais dans tous les cas, pas en bolus directement. Alors la surveillance est un élément fondamental. Elle va porter sur le poids, la taille du patient, sur le suivi du traitement, sur les bilans biologiques et nutritionnels, notamment en ce qui concerne les électrolytes et la glycémie surtout. Il y a des complications, ce qui ne sont pas graves quand il s'agit de diarrhée, de vomissement ou d'obstruction de sonde, bien qu'elles soient gênantes, mais ça peut être grave quand il s'agit d'une pneumonie d'inhalation ou d'un syndrome de renutrition dont on reparlera. Ces complications doivent être prévenues par une bonne conduite, un bon usage de la manipulation et de la conduite de la nutrition entérale. Alors, on peut finir avec les recommandations de la Société française de nutrition clinique et métabolique.
où vous pouvez retrouver cet algorithme qui permet, en fonction de l'état de nutrition, de dénutrition, il n'y a pas assez modéré ou sévère, et en fonction de ce que prend le patient, on voit qu'il faut compléter par de la nutrition entérale ou pas. Et puis, dans certaines situations, on fera appel également à la parentérale. Donc, on va y passer parce que le temps est assez limité. Donc, on va venir maintenant, je vais aller un peu plus rapidement. On va voir deux cas cliniques pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc, on a une femme de 45 ans qui pèse 50 kg pour 1m64, qui n'a pas d'antécédent particulier, qui est hospitalisée en urgence pour une symptomatologie qui évoque une cholécystite. Elle va être confirmée par l'échographie et le patient va être opéré le lendemain matin. Dans son bilan, on remarque qu'il y a donc une glycémie à 14 millimoles, une fonction rénale qui commence déjà un petit peu à s'altérer, une natrémie à 144, une kaliémie à 3,1, une magnésémie basse, une phosphatémie basse et une albuminémie diminuée. Alors, nous avons donc un profil. On va poser la question de savoir comment appréciez-vous l'état nutritionnel de cette patiente. Est-ce qu'elle est dénutrie modérément sévère, ou on n'a pas assez d'informations pour apprécier son état nutritionnel? Bon, on va aller directement à la réponse. On a des éléments qui permettent d'apprécier l'état nutritionnel. Il s'agit du poids et de la taille qui nous permettent de calculer l'IMC. Et quand on calcule l'IMC, on voit qu'il est inférieur à 18,5, il est à 16,7. Et de plus, il y a une hypoalbuminémie. Donc, on est dans la situation donc, de dénutrition. Donc, cette patiente a une dénutrition sévère. Alors, en post-opératoire immédiat, l'état hémodynamique s'altère. On a une pression moyenne de 42. Elle nécessite le recours à la noradrénaline. Elle est tachycarde, elle n'urine pas beaucoup. Elle n'est pas en fait alimentée depuis une semaine, puisque déjà avant d'arriver à l'hôpital, elle avait cessé de s'alimenter parce qu'elle avait des douleurs et des vomissements. Alors, comment allons-nous débuter la nutrition chez cette patiente? On va perfuser du sérum glucosé avec des électrolytes, du 5%, du 10%. On va mettre une alimentation orale hypercalorique, hyperprotidique, une alimentation entérale hypercalorique ou une alimentation parentérale périphérique. Alors, la réponse, on va mettre une perfusion de glucosé avec des électrolytes. Pourquoi? Parce que la patiente est en état de choc. Il y a une instabilité hémodynamique et cette instabilité hémodynamique va contre-indiquer la mise en route d'une nutrition cérébrale parce qu'il y a une vasoconstriction sploncnique qui va réduire la perfusion mésentérique, donc la perfusion des intestins, puisqu'il y a une redistribution de la perfusion vers les organes nobles. Et donc, en phase aiguë, l'organisme va assurer un apport de glucose par la glycogénolyse hépatique, donc en dégradant le glycogène stocké au niveau du foie. On a des réserves en général pour 24-48 heures. Et en se mettant à fabriquer du glucose à partir d'autres substrats, donc c'est la néoglucogénèse. Et ainsi, on va apporter, nous, en perfusion, 200 à 300 grammes d'hydrate de carbone sous forme de glucosé à 5%. Après 3 jours de traitement adapté, la patiente est apéritique, elle est sevrée des vasopresseurs, mais elle reste ventilée. Alors, il a été décidé de mettre en route une nutrition entérale avec une cible énergétique d'emblée dès le premier jour de 30 kilocalories par jour. Que pensez-vous de cette prescription? Alors, on a là une patiente qui est dénutrie, qui n'est pas alimentée depuis une semaine,
qui a une hypocalémie, une hypomagnésémie, une hypophosphatémie. Donc, c'est une patiente à risque de syndrome de renutrition inappropriée. Donc, les apports énergétiques sont débutés dans ce cas-là à un niveau calorique trop élevé. C'est un niveau qu'il faut éviter quand on a des patients qui ont un risque de faire un syndrome de renutrition inappropriée. C'est un syndrome qui va associer des perturbations cliniques et biologiques, qui va survenir assez rapidement chez les patients à risque et qui peut se traduire dans les 72 heures de la mise en route d'une nutrition donc excessive et qui va se traduire par des perturbations métaboliques importantes avec répercussions sur tous les organes qui peuvent évoluer vers la défaillance multiviscérale et le décès du patient. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Il faut dépister ce syndrome de façon systématique avant de mettre en route une alimentation, une assistance nutritionnelle, que ce soit d'ailleurs par voie entérale ou parentérale. Et il y a donc les critères NICE qui ont été définis et qui sont utilisés donc aujourd'hui un peu partout pour dépister ce syndrome. C'est soit un critère majeur, donc un IMC inférieur à 16, une perte de poids excessive, des apports nuls ou insuffisants sur les 10 derniers jours, ou des perturbations des principaux électrolytes comme le phosphate, la kaliémie ou la magnésémie qui sont à des niveaux bas, ou de critères mineurs quand on est donc à un IMC entre 18 et 16, quand la perte de poids est moindre, quand les apports c'est sur 5 jours et pas 10, et quand il y a certains antécédents, certaines thérapeutiques comme l'insuline, les diurétiques, les antiacides. Et il est fondamental d'apporter donc des apports réduits chez ces patients, notamment dans les premiers jours. Il faut démarrer à moins de 200 kilocalories. Parfois, c'est 200-300 calories le premier jour. Et puis, on va augmenter par paliers progressifs jusqu'à atteindre notre cible énergétique. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas apporter des apports glucidiques très importants aussi d'emblée. Et il faut corriger en termes de phosphore, de potassium et de magnésium de façon préventive, hein, et continuer pendant plusieurs jours, même s'il y a une normalisation rapide de ces paramètres. Et puis, il faut apporter aussi des vitamines avec un supplément particulier, donc antiamine. Et quand l'hypophosphatémie est vraiment majeure, on est obligé d'arrêter la nutrition entérale parce que sinon, le patient, on va le perdre du fait des conséquences de cette hypophosphorémie sur les organes, différents organes. Donc, la supplémentation, donc, elle est systématique dès lors qu'il y a un risque. Elle est par voie veineuse quand il y a un risque élevé, par voie orale ou par voie par sonde nasogastrique quand il y a un risque qui est modéré. Dans tous les cas, il faut corriger le niveau des différents électrolytes qui sont aujourd'hui d'un accès facile au dosage. Alors, s'il n'y avait pas de risque de syndrome de renutrition, quelle aurait été votre prescription en termes d'objectifs caloriques et protéiques? Moins de 20 kilocalories, 20, 25, 35, et pour les protéines, entre 1,2 et 1,5, ou bien 2 grammes par kilo par jour. Alors, la réponse, c'est qu'il faut un objectif calorique de 20 à 25, comme cela a été dit auparavant, avec un apport protéique de 1,2 à 1,5. On est là dans une situation de dénutrition sévère qu'il faut corriger selon donc les recommandations qui sont actuellement adoptées par tous. Une semaine après, la patiente est bien stabilisée et sevrée de la ventilation. Quelle attitude nutritionnelle allez-vous adopter? Est-ce que vous passez à de la parentérale ou est-ce que vous passez au bolus? Vous la supplémentez en phosphore, vous augmentez les apports caloriques
à 25-30, ou vous arrêtez l'assistante nutritionnelle puisqu'elle est bien. En fait, on va toujours maintenir le phosphore, on ne va pas changer de méthode, mais on va garder toujours la nutrition entérale, mais avec des apports un peu plus importants, on va passer à 25-30, puisqu'on est dans la phase d'anabolisme. Elle a besoin donc d'un support plus important et surtout pas l'arrêter. Il faut que la patiente se reconstruise. Bien, nous allons passer au cas clinique suivant. Je vais un peu vite parce que je me rends compte que nous avons consommé beaucoup de temps et que 1 heure, c'est un peu pas beaucoup. Alors, le deuxième cas, c'est un homme de 76 ans qui a 105 kg pour 1m70, hypertendu diabétique, hospitalisé pour détresse respiratoire avec une infection à coronavirus évoluant depuis 10 jours. C'est un petit peu le pain quotidien de nos réanimations en ce moment. Il est très hypoxique, il a un état hémodynamique correct, il a 38,5, il a une glycémie elle est un peu augmentée, une urée et une créate donc également. Il a une natrémie à 136, une kaliémie à 4, magnésémie 25, phosphore 47 et albuminémie à 30. Alors, comment appréciez-vous l'état nutritionnel de ce patient? Il n'est pas dénutri, ou il a une dénutrition sévère, modérée, ou est-ce qu'il est à risque de dénutrition, ou est-ce qu'on n'a pas assez d'informations pour statuer? Alors, compte tenu donc de ces 105 kg, on ne peut pas dire qu'il est dénutri, mais c'est un patient qui est à risque de dénutrition. Donc, quand on calcule son EMC, vous voyez, il est à 36, donc il ne fait pas partie de ceux qui sont dénutris dans cette appréciation, mais c'est un patient à risque de dénutrition malgré son obésité. Et d'ailleurs, donc la Société française de nutrition clinique et métabolique, dans ses dernières publications, nous dit, actualisées par rapport au Covid, bien sûr, que dans les formes graves où il serait impossible de peser le patient ou d'évaluer sa prise alimentaire, le patient Covid-19 devrait être considéré à haut risque d'aggravation et devrait alors être géré comme un cas de dénutrition sévère. Donc, il n'est pas dénutri, mais il faut le considérer comme s'il était. Pourquoi? Parce que ce patient, il a une infection sévère, donc il va avoir un travail ventilatoire accru. En plus, il a une infection virale, donc il est en situation inflammatoire majeure avec un hypercatabolisme. Donc là, sa dépense énergétique va être augmentée. Et ce patient qui est dyspnéique, qui a le Covid, qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'appétit, qui a une gêne respiratoire, qui nécessite de l'oxygène, il ne va pas s'alimenter beaucoup, donc il a une prise alimentaire qui est réduite, en général déjà depuis quelques jours. Donc en plus, l'infection favorise l'hypermétabolisme et le décubitus réduit la mobilisation. Tout ça aboutit à une fonte musculaire qui va se faire rapidement, avec une sarcopénie qui va altérer ses fonctions musculaires. Et si ces muscles se fondent, il n'y a pas que les muscles périphériques, son diaphragme aussi va subir un coup. Et puis même si on le ventile après, on aura des difficultés pour sevrer donc ce malade. Alors, quelle est votre prescription nutritionnelle? Ça sera du 20, du 20-25, du 35, 1,2 à 1,5 pour les protides ou 2. Bon, là aussi, on revient sur les recommandations. On peut aller sur 25 kilocalories dans ce contexte. Chez l'obèse, en dehors de ce contexte aussi grave, on aurait pu même descendre parfois jusqu'à 15 kilocalories par kilo par jour. Et on va augmenter l'apport protidique qui est à 2 grammes, en sachant que le sujet qui est en état de nutrition, en état d'agression, il mange ses muscles pratiquement, et chez le sujet obèse, il ne perd pas la masse grasse, il perd d'abord donc la masse maigre. C'est pour ça qu'il faut un apport protidique qui est un peu plus élevé que la moyenne habituelle.
Donc, une nutrition entérale doit être débutée dans les 48 heures suivant l'admission avec des apports qui vont être calculés en fonction du poids ajusté. Alors, il y a plusieurs façons de calculer le poids ajusté. Là, j'ai sauté. Il y a plusieurs formules. On peut considérer que, au plus simple, on va dire le poids idéal plus le poids actuel divisé par 2, ça nous donne approximativement le poids ajusté. Alors, ce patient, pourquoi il a besoin d'une alimentation un peu hypocalorique et un peu hyperprotéique? C'est parce qu'il y a un syndrome métabolique avec mobilisation réduite de la masse grasse, donc il va pas consommer sa masse grasse assez rapidement, donc il ne faut pas donc en rajouter. Et il y a un hypercatabolisme protidique, c'est pour ça qu'il faut être hyper riche en protides dans nos apports alimentaires. Et l'objectif étant de ne pas aggraver le syndrome métabolique en apportant trop de calories et de couvrir les pertes protéiques qui vont être assez importantes dans ce cas. Alors, l'état respiratoire du patient se dégrade malgré l'optimisation de la ventilation et de la sédation. Donc, on décide alors de le mettre en décubitus ventral. Alors, c'est pas facile à faire, donc on l'a fait pour quelques malades. C'est vraiment très lourd. Alors, la question est comment adaptez-vous la gestion de l'assistance nutritionnelle? Est-ce que vous arrêtez l'alimentation entérale et vous retirez la sonde gastrique? Vous passez directement d'emblée à l'alimentation parentérale? Vous augmentez les apports caloriques? Vous maintenez la nutrition en mettant le malade en position de trait des Limbourg? Ou vous maintenez la nutrition entérale en mettant le patient en position anti-trait des Limbourg, c'est-à-dire l'inverse? Alors, la réponse, c'est de maintenir la nutrition entérale, parce qu'elle est possible même en décubitus ventral, mais en mettant le malade en anti-trait des Limbourg, afin d'éviter les régurgitations, bien sûr. Alors, la nutrition en décubitus ventral, elle ne doit pas être interrompue de façon systématique. Parfois, on est amené à le faire, mais il faut d'abord essayer en faisant de la prévention des régurgitations. C'est le positionnement donc du lit du patient, d'une part, et aussi en s'aidant de prokinétiques, essentiellement le métoclopropamide. Il faut éviter l'érythromycine qui a des interactions avec certains médicaments. Le métoclopropamide, c'est-à-dire, je ne dirais pas le nom commercial, qui permet d'améliorer, d'accélérer la vidange gastrique et donc de réduire ainsi le risque de régurgitation. Bien sûr, si malgré le positionnement, malgré l'usage d'un prokinétique, on a une intolérance de la nutrition entérale, eh bien on va passer à une nutrition parentérale périphérique en attendant de revenir sur le décubitus dorsal. Voilà, j'ai essayé d'accélérer un petit peu pour laisser de la place donc, aux questions. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Rapidement, les points essentiels sur lesquels nous insistons, c'est l'évaluation nutritionnelle systématique des patients à leur admission, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la perte de poids et l'IMC. Ce n'est pas la peine de se lancer dans des bilans sophistiqués qui ne sont pas d'un intérêt particulier en réanimation. C'est de débuter, quand elle est indiquée, la nutrition entérale dans les 48 heures qui suivent l'admission. Une fois que le malade n'a plus de perturbations hémodynamiques en général, il est apte donc à être alimenté. Les objectifs énergétiques pour la moyenne donc des patients peuvent être estimés à 25 à 30 kilocalories de poids avec 1,3 à 1,5 de protides, et on peut augmenter dans la phase d'anabolisme ces apports. Et autre point, c'est que ces objectifs seront atteints de façon progressive sur 48 à 72 heures selon la tolérance, et il faut céder de l'usage des prokinétiques pour améliorer la tolérance
Et il faut utiliser une NutriPomp à débit constant qu'on peut régler de façon adaptée pour permettre donc des apports continus. Il faut systématiquement évaluer le risque de syndrome de renutrition inapproprié, donc faire un dépistage et supplémenter donc les malades. Et puis, il faut monitorer les patients en termes de nutrition, aussi bien sur le plan du gain, donc l'efficacité, que des effets secondaires, en évaluant notamment le poids et en quantifiant les ingestats et en surveillant sur les paramètres cliniques et biologiques et en réévaluant les besoins parce qu'il ne doit pas être figé, il s'adapte au jour le jour, donc en fonction du patient. Et je finis ma présentation par ce petit paragraphe que j'ai pris donc du consensus multi-spécialité sur la nutrition artificielle en réanimation. Tout patient admis en réanimation pour une durée présumée supérieure à 3 jours est à risque de dénutrition. Cette dernière augmente la morbimortalité, surtout les infections, et les durées de ventilation de séjour et d'hospitalisation. Voilà, je vous remercie.